Bon, Le Figaro qui a 200 ans, je vous disais tout à l'heure le JD News, et on peut voir de nouveau la une avec Nicolas Sarkozy, et il était présent hier, le président Sarkozy, pour les 200 ans du Figaro, et il a évoqué son rapport à la presse, et je dois dire que ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux par rapport aux journalistes qui parfois écrivent sur les événements ou sur quelques personnalités. Vous savez, ça fait bien longtemps que j'essaye de ne pas lire les articles sur moi. D'abord parce qu'il y en a eu tellement. Et deuxièmement, s'ils sont bons, ça me pousse vers une trop grande confiance en moi. S'ils sont moyens, ça me donne un sentiment d'injustice qui n'est pas le vrai. Et s'ils sont mauvais, ça me fait perdre mon moral. Donc j'essaye de me protéger. Bon, il y a une séquence, il n'a pas tout à fait tort. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est là où on voit la différence avec 86, en fait. C'est-à-dire en 86, on disait sur la presse... Vincent Herouette. Ce qu'autrefois on disait, au Moyen-Âge, on disait des moines qui touchent à la bure, touchent à Dieu. Personne n'osait critiquer les journalistes. En 86 ? Oui, non, je t'assure. Il y avait une espèce d'impunité des médias qu'il n'y a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde déteste les journalistes. Oui. Autrefois, on disait, vous faites un métier formidable. Quand vous avez le dos tourné, on disait, c'est un rat d'égout. Mais en façade, en tout cas, les gens respectaient la presse. Oui, mais pas les reporters sans frontières, les médias. Aujourd'hui, tout le monde vomit si on prolonge l'arrogance des confrères. Si on prolonge un peu ce débat, c'est parce que nous avons été dépossédés nous-mêmes de l'information. Oui. C'est-à-dire que les réseaux sociaux notamment, ou d'autres sources d'information, sont venus percuter la parole officielle des journalistes. C'est le sens du dialogue entre Patrick Cohen et Mathieu Bock-Côté dans Le Figaro de ce jour, où ils discutent de ça. Et en effet, premier argument que met en avant Patrick Cohen, c'est la dépossession des professionnels par des millions d'amateurs. Ça change tout quand même, hein ? Forcément. Bon, je voulais vous faire... d'abord, vous voyez cette séquence garde républicaine hier. Je ne sais pas si vous étiez au Figaro hier. Et ça va être intéressant parce que Le Figaro est un journal qui penche à droite. Mais on voit bien que la pensée de droite n'est pas la même que la pensée de gauche. La pensée de droite, elle est multiple. Hein. Et Le Figaro est vraiment, il y a beaucoup de... C'est 50 nuances de droite, si j'ose dire. Et on voit par exemple que sur Trump, le Figaro, on ne peut pas qualifier d'être pro-Trump. Et ce qui est toujours frappant, c'est que la gauche est monolithique ou monolithique d'un bloc, c'est-à-dire que monothématique. Vous lisez Libération, vous lisez l'Humanité, vous lisez Le Monde, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'il y a les artistes qu'on défend, les politiques qu'on défend, les sportifs qu'on défend, les causes qu'on défend, etc. Alors que dans Le Figaro, vous pouvez aimer un romancier qui pense à gauche. Ou un essayiste. C'est ça la grande différence. Voilà. Oui, mais parce que la gauche est comme cela, souvent intolérante, souvent sectaire, le plus souvent sectaire, alors que la droite, effectivement... Sur la littérature, vous avez bien fait de prendre cet exemple, c'est frappant. Mais bien sûr. Il y a une forme d'ostracisme à gauche sur certains qui n'existe pas. Mais Jean-Marie Roire me dit qu'il n'a jamais eu un papier dans Libération et dans Le Monde. Jamais. Ça, c'est énorme. La droite, elle est elle est foutraque, la droite. Les gens de droite, ils sont foutraques, ils sont légers, ils sont parfois d'ailleurs, ils ont des opinions. Ils peuvent avoir des amis de gauche. Oui. Hier, il y avait des gens de gauche à la soirée. Oui. Je ne pense pas qu'à l'anniversaire de Libération, vous trouverez beaucoup de gens de droite, par exemple. Invités. Invités, oui. Invités. Hier, il y avait François Hollande, Bernard Cazeneuve, il y avait aussi des représentants de la gauche. Oui, bien sûr. De Figaro. Oui, mais bon, François Hollande, il votera pour Jean-Luc Mélenchon, on le rappelle. Hein. Oui, il était là, mais c'est ça qui est formidable. Bon, on l'invite tous les matins, mais... Je pense qu'il y a des journalistes de gauche au Figaro, oui, et qu'il n'y a pas de journalistes de droite à Libération. Ça, c'est juste. En fait, ça, vous avez parfaitement raison. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a des journalistes à Libération qui sont considérés comme de droite par le reste de la rédaction, parce qu'ils ne sont pas suffisamment à gauche. Oui. Non, ils sont très mal vus. Il y a une lutte, vous savez. Bon, vous voyez cette petite séquence de la garde républicaine qui était... c'est au Grand Palais, d'ailleurs, hein, vous pouvez y aller jusqu'à vendredi. Et vous voyez tous les moments du Figaro. Il y a également une exposition. 200 ans, c'est pas rien. Vous voyez cette séquence ? Oh, bien. Ça a coûté...
Donc je le dis pour nos amis d'Europe 1, c'est un tournage d'ailleurs qui a été fait par Alexandre Delvecchio, où à l'arrivée des invités, il y avait donc des gardes républicains. Ariel Dombal était là également. Ariel Dombal, nous l'écoutons hier soir. Figaro est une voix qui nous touche. Elle peut nous épingler, nous détruire, nous annihiler, et elle peut nous exalter, nous monter au 7e ciel. Ce soir, nous sommes plutôt exaltés, rassurez-moi. J'espère. Et puis retour de Bruno Le Maire qui était présent. Alors j'ai vu Bruno Le Maire qui va partir pour les États-Unis. Oui, c'était en projet, j'ai vu ça aussi. Visiblement, il est encore demandé. Il était déjà parti en Suisse, il a été ministre pendant 14 heures. Désormais, il va s'envoler pour les États-Unis. Bon, bah écoutez, on lui souhaite toute la réussite qu'il a eue en France. Et pour le moment, nous l'écoutons. Il y a un enjeu démocratique autour de la presse écrite qui est absolument fondamental, avoir des informations fiables, des informations vérifiées, et surtout avoir une vraie analyse. Et je crois vraiment que la force du Figaro, c'est que quel que soit le domaine que vous preniez, là aujourd'hui sur les sujets internationaux, qu'est-ce qui se passe en Iran, qu'est-ce qui va se passer sur le Groenland, qu'est-ce qui va se passer dans nos relations avec les Américains, le Figaro est très bon. Si vous voulez savoir comment la rentrée littéraire de janvier s'est passée, vous lisez le Figaro littéraire. Si vous êtes passionné d'économie et de finance, pendant 7 ans, ma première lecture, ça a été le cahier saumon du Figaro. Donc voilà, dans tous les domaines, et évidemment la politique intérieure, où à chaque fois il y a des analyses très fines, très subtiles, des angles qu'on n'avait pas vus, vous lisez le Figaro. Vous avez parlé... Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, Vincent Herouet et Eric Nolot, et je le dis parce que vous êtes des journalistes un peu anciens, c'est que des journalistes, ça se paye. Pardon ? Des journalistes, ça se paye. Et que, effectivement, la presse, elle souffre aussi parce qu'elle est en déficit sur le plan financier. Et pour avoir des gens de qualité, pour avoir des gens qui ont une expertise, eh bien, faut payer ces gens-là parce qu'autrement, ils feront peut-être tout simplement un autre job. Et puis, c'est du temps. Vous incarnez ça, c'est-à-dire que vous connaissez la politique étrangère depuis 30 ans ou 40 ans. Oh. Donc c'est un investissement, un engagement. Je citais Jean-Marie Guénois qui fait dans les papiers Vatican pour le Figaro. Bah, forcément, tout le savoir qu'il a, le jour où il s'en va, c'est un savoir qui part avec lui. J'ai croisé Gérard Depardieu l'autre jour qui m'a dit « Je ne sais pas combien tu es payé à CNews, mais ce n'est pas assez ». Oui, ça va dans votre sens. Oui, mais je vais passer le message en... Non, mais ma femme m'a dit ça aussi. Bon. Je ne sais pas si vous connaissez Depardieu, mais ils se sont... Mais... Non, mais sérieusement, c'est un sujet sérieux de payer les journalistes. Aujourd'hui, les journalistes sont déclassés, vous le savez bien, comme les profs, comme beaucoup de professions dites intellectuelles, parce que il n'y a pas un quotidien en France qui gagne de l'argent. Quand même ennuyeux de le dire comme ça. Figaro, quand même. Non, l'ensemble du Figaro gagne de l'argent. Mais bien payé, quand même. Oui, mais parce que tout le groupe... mais aujourd'hui, le Parisien perd je ne sais combien d'argent. Ouest France, qui était le dernier journal qui gagnait encore, perd aujourd'hui de l'argent. Parce que, d'abord, les jeunes gens n'achètent plus les journaux et l'économie du journalisme... L'équipe perd de l'argent aussi. L'équipe, le groupe, gagne de l'argent. Parce que le groupe, c'est ASO, ils ont le Tour de France, ils ont plein d'événements. Mais le papier... Sauf erreur de ma part, vous savez, les ventes de l'équipe ont chuté, c'est normal, puisque vous avez tout aujourd'hui. Exactement. Dans le temps, tu apprenais quelque chose dans les journaux, tu apprenais ce que ton équipe favorite avait fait la veille et ça. Aujourd'hui, tu l'as en direct sur Internet. Donc les jeunes gens, il y a un business gratuit qui s'est créé. Mais les journaux ont pris ce virage aussi. Bien sûr. Oui. Et le Figaro, une toute petite parenthèse, 40 secondes. Oui. Il y a des contre-exemples. Vous avez eu un quotidien qui a été créé à Hong Kong, qui s'appelait Apple Day, par un milliardaire, qui s'appelait Jimmy Lai. Jimmy Lai était un homme qui a mis sa fortune dans la presse et qui s'est battu pour la liberté de la presse. Le journal, le quotidien, a eu pratiquement tout de suite 1,5 million de lecteurs. C'était un succès extraordinaire. Jimmy Lai a été enfermé il y a 5 ans. Par les autorités chinoises de Hong Kong. Aujourd'hui, on attend son verdict. Il a déjà fait 5 ans de prison. Il a 75 ans, je crois. Il risque la perpétuité. Le jugement qui a commencé il y a 2 ans fait 850 pages. C'est un héros absolu. Le pape se mobilise pour lui, Trump se mobilise pour lui, le monde entier se mobilise. On n'en parle pas ici, mais le monde entier se mobilise pour lui. Je suis content d'en parler. Et c'est aujourd'hui qu'on aura... C'est un milliardaire qui se bat pour la liberté de la presse. Et il trouve un public. Bon, est-ce que vous savez où vous étiez? On est aujourd'hui le 14 janvier. Est-ce que vous saviez où vous étiez le 14 janvier 1986? On préparait la création de France Info. Donc vous étiez dans cette équipe? Oui, j'étais dans cette équipe-là. Omblin Roche va nous parler de Balavoine. Il y a 40 ans,
jour pour heure, heure pour heure, quasiment, ça a été un traumatisme. Pourquoi ça a été un traumatisme? Parce que le Dakar, à cette époque-là, était un événement, mais absolument incroyable, qui était organisé par un génie de la communication, qui s'appelait Thierry Sabine. Et il arrivait à un moment où il faisait très froid, et on partait, on voyait ces paysages de l'Afrique, et qui changeaient évidemment avec l'hiver de la France. Et puis il y avait des vedettes, il y avait Claude Brasseur, Johnny Hallyday qui s'engageaient. Donc le Dakar était un événement considérable. Albert de Monaco aussi. Et puis Balavoine, effectivement, va mourir. Ça va être la fin du Dakar, d'ailleurs, en tout cas de ce Dakar-là. François-Xavier Bagnoud était le fils d'Albina Dubois-Rouvray, qui est productrice de cinéma, qui avait notamment produit un film d'Alain Corneau dans les années 90, très célèbre, avec Gérard Depardieu, qui se passait dans le désert également, dont j'oublie le nom. Fort Sagan. Voilà, dont j'oublie le nom à l'instant. Bon, ce qui est incroyable, et Omblin Roche, vous êtes avec nous, vous connaissez bien la variété française. Ce qui est incroyable, c'est combien Daniel Balavoine est présent musicalement aujourd'hui. Il a toujours été un artiste moderne. Il l'était déjà quand il a commencé. Il a mis plusieurs années à arriver à se faire connaître. Et il était déjà ancré dans son époque, extrêmement moderne. Et cette modernité fait qu'il a perduré. Il était moderne dans son écriture, il était moderne dans sa façon de composer, dans sa volonté d'innover, sa volonté de créer. Et ce qu'il disait, c'était qu'il voulait créer parce qu'il ne voulait pas s'ennuyer. Et donc à chaque fois, il cherchait des nouvelles sonorités, il cherchait des nouvelles possibilités aussi d'aller encore plus loin. Il passait des heures dans son studio, il était extrêmement pointilleux. Tout le monde peut le dire, tout son entourage, tous ces musiciens qui travaillaient avec lui. Il était en phase avec son temps. On est à la fin des années 70 quand il commence à se faire connaître, début des années 80. C'est la France, le monde vit une révolution musicale avec l'arrivée, vous savez, des synthétiseurs, des machines. Et ça, Balavoine, par exemple, fait partie de ceux qui l'ont compris. Et donc, il va innover, il va créer. Et c'est ça aussi qui fait qu'il reste. Moderne également dans la voix. Parce que cette voix très haut perché, et ce matin je vous écoutais à 6h20, donc il commence comme choriste, il rencontre Patrick Juvet, qui va devenir son ami, qui va l'aider, et puis il galère. Il galère, je crois qu'il est chez Barclay et ça marche pas. Absolument, il a sorti 2 albums qui ont pas marché, le deuxième encore moins. Il dit même on cherche encore celui qui l'a acheté avec beaucoup d'humour, parce qu'il avait beaucoup d'humour. Et puis arrive, je me présente, voilà, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie. Exactement, il rencontre Patrick et ça change Juvet. tout. Exactement. C'est lui qui compose Absolument, c'est lui qui compose, c'est lui qui écrit, et il y a quelque chose d'assez assez fou dans cette chanson, Le Chanteur, parce que finalement, elle est très autobiographique. Je voudrais réussir ma vie, et puis je veux mourir malheureux pour avoir profité. Pour ne rien regretter. Pour ne rien regretter. Il raconte son histoire, et même lui, il est presque surpris, finalement. Ce Henri, c'est Daniel Balavoine, et cette même année du Chanteur, c'est Starmania aussi, qui alors le met encore plus dans la lumière. Il est choisi par Michel Berger pour incarner Johnny Roquefort, et Johnny Roquefort, c'est finalement aussi Daniel Balavoine qui, même s'il ne le souhaitait pas forcément, être le porte-voix d'une jeunesse un peu désœuvrée. Vous avez dit ce matin que Michel Berger aurait voulu avoir la voix de... Exactement. De Balavoine, ça c'est étonnant. Oui, moi j'ai entendu ça ce matin, comme vous, j'ai été étonné d'ailleurs. Oui. Alors on va voir quelques images d'archives, cette fois de Balavoine, sur sa moto, parce qu'à l'époque, c'est aussi toute une époque, quand on voit des archives, la proximité qu'il existait entre la presse et parfois les artistes et les personnalités. Tu pouvais faire des choses qu'aujourd'hui tu ne pourrais plus faire. Le journaliste, il le suit en moto. Je ne sais pas si vous connaissez cette archive, Omblin. Je ne sais pas si c'est foutu, mais vivement hier, Éric Nolot, parce que vous imaginez aujourd'hui une personnalité, par exemple, le concept de l'émission, c'est une journée particulière. Bon, donc le journaliste va régulièrement avec une personnalité. Donc vous imaginez Mbappé filmé au petit déjeuner, ou Vianney, ou... C'est ce qu'on disait avec Sabrina. Là, aujourd'hui, il faudrait passer par 4 attachés de presse, des autorisations dans tous les sens, et puis alors, il se serait bordé de toutes les manières. Il ne faut pas que... Voilà. Là, il y a l'impression d'une liberté, un peu de... Il y a de la désinvolture. Voilà. Oui, et c'est pour ça que... La légèreté, c'est pas mal. Voilà, et c'est pour ça que cette époque nous attend plus
Quoi. En fait, elle nous plaisait, mais on s'en rendait pas compte. C'est maintenant qu'on se rend compte qu'elle était formidable. Non, mais il y a même autre chose, c'est que dans votre chronique ce matin, vous dites qu'il a ramé pendant 10 ans. C'est plus possible aujourd'hui. Alors d'abord parce qu'il y a des raccourcis, il y a des télécrochets qui font qu'on devient une vedette du jour au lendemain. Puis là, on n'attend pas 10 ans avant que quelqu'un marche. Oui. Non, et puis au bout de 10 ans, c'est fini. C'est fini, oui. Au bout de 10 ans, c'est fini. Bon, quelles sont vos chansons préférées, Ombline de Daniel Balavoine. Oui. J'aime particulièrement Aimer est plus fort que d'être aimé. C'est sur le dernier album Sauver l'amour. Vous trouvez que c'est vrai d'ailleurs? Comment? Vous trouvez que c'est vrai? Aimer est plus fort que d'être aimé. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Aimer est plus fort que d'être aimé. Est-ce que vous avez une vraie réponse? Est-ce que j'ai une... oui. Je pense qu'il avait raison. oui. Ouais. C'est plus fort, évidemment, parce qu'être aimé, bon, c'est très bien d'être aimé, mais si les gens qui t'aiment, tu les aimes pas. En revanche, aimer, c'est l'histoire de Madame Bovary. Madame Bovary, Charles Bovary, lui, il aime. Oui. C'est Nicolas Sarkozy qui dit ça. Il est génial. Il est génial, Nicolas Sarkozy. Faisons attention à ce que je dis. Mais il a revisité le roman. Plusieurs fois, il l'a dit. Il a dit, pendant des années, on a présenté ce pauvre Charles comme un abruti. Mais lui, au moins, il aime. Donc, alors que Emma Bovary, c'est une... voilà. Ah, ça se discute. Non, mais il l'aime. Oui, mais elle l'aime aussi. Elle aime aussi. Non, elle aime aussi son séducteur. Elle aime Rodolphe. Non, elle aime aussi son séducteur. Elle n'aime pas Charles. Oui. Elle aime son séducteur. Donc c'est pour ça qu'aimer, à lui, voilà. Et cette phrase, elle est très forte. Aimer est plus fort qu'être aimé. Mais il a toutes les... il faut se pencher sur les textes de Daniel Balavoine. Ils sont toujours absolument... Vincent veut intervenir sur un sujet intime. C'est très rare, donc écoutons-le. Si vous vouliez dire... Je veux dire qu'on a la responsabilité d'une tranche d'antenne. Il vaut mieux être aimé qu'aimé, je vous assure.